je vous demande d'accueillir chaleureusement Céline Laruelle de l'ADEME et Valérie Laplagne qui représente Uniclimat. Voilà, on les accueille chaleureusement. Mesdames, c'est à vous. Alors, bonjour à tous. Ça a l'air de marcher. C'est très beau. C'est lundi. Avec ceci. Alors, on va redémarrer. Voilà, si vous voulez bien quand même, par respect pour le chrono, et puis pour les intervenantes aussi. Merci. Alors, bonjour à tous. On va vous présenter donc la feuille de route sur les systèmes thermodynamiques, avec donc en double voix, moi-même et Valérie. Donc moi, je vais faire les deux premières parties et Valérie les quatre autres. Donc ça, c'est le programme général de ce que nous allons vous présenter. Alors, la feuille de route sur les systèmes thermodynamiques. Donc, alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un exercice prospectif qui vise donc à regarder à 2030. Donc, bon, c'est un exercice assez contraint qu'on fait souvent à l'ADEME pour accompagner les filières en fait à se projeter. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose de très facile. Et là, le choix qui a été fait, donc, c'est de s'intéresser donc à tous les systèmes thermodynamiques, que ce soit les pompes à chaleur, les chauffe-eau thermaux, dans les secteurs résidentiels et tertiaires. Donc, on n'a pas traité le froid commercial. Et puis, qui vise à prendre en compte l'ensemble des enjeux de la filière, comme on a vu déjà pas mal ce matin. Et donc, on a abouti dans cette feuille de route, donc déjà dans un premier temps à un état des lieux détaillé. Et puis, l'objectif, c'était de se projeter à 2030 avec donc la vision globale de la place des systèmes thermodynamiques dans le paysage français des systèmes énergétiques à 2030, avec des objectifs de vente, et surtout le chemin pour atteindre cette vision. Donc, quels sont les freins et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour lever ces freins. Donc, vous verrez, il y a différentes thématiques qui sont abordées. Et je ferai un petit focus à la fin sur le financement de la R&D, parce que voilà, l'ADEME a aussi une action particulière là-dessus. Donc, une feuille de route, pourquoi ? Alors bon, là, je vais passer vite, parce que je pense que ça fait un peu redite avec tout ce qui a été dit ce matin. Voilà, c'est surtout l'identification des systèmes thermodynamiques comme un rouage essentiel de politique publique pour l'atteinte des résultats. Et surtout, on voulait en fait rédiger un document qui puisse servir au pouvoir public pour mettre en lumière les défis et puis surtout voilà, bien identifier les freins et discuter ensemble de comment lever ces freins. Alors, donc cette feuille de route, elle a été pilotée donc, durant l'année 2021 donc par l'ADEME et Uniclimat. Et elle a laissé la place donc, à la parole de 65 experts, alors, différents domaines, donc des fabricants, des représentants de la filière, des centres scientifiques et techniques, des fournisseurs et distributeurs d'énergie, et puis des pouvoirs publics avec donc, l'ADEME et également les différents ministères. On a travaillé dessus pendant 9 mois. Alors malheureusement, on n'a pas pu se rencontrer parce que voilà, c'était le Covid. Donc voilà, donc on a tout fait en distanciel. Mais donc on a mené ça sur 9 mois avec 3 plénières. Et puis ensuite, donc qui visait déjà à faire l'état des lieux et puis le premier tri dans les thématiques. Et ensuite 8 réunions thématiques pour traiter des enjeux principaux en fait, que Valérie va vous présenter. Et avec une animation par 4 experts, donc 2 experts plutôt techniques qui étaient chargés de rédiger cette feuille de route, et 2 spécialistes en intelligence collective pour essayer de faire émerger justement toutes ces idées.
Alors, un petit focus sur l'état des lieux. Donc, le contexte général, vous le connaissez bien. Là, ça fait un petit peu, voilà, comme on a dit ce matin, tout le contexte climatique, tout le contexte réglementaire, avec la F-Gaz, les réglementations européennes, françaises, l'ARE. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'on en a largement parlé ce matin. Et puis surtout, on voulait aider la filière en fait à se projeter à 2030 avec, comme on l'a vu aussi ce matin, une industrie française, des gros enjeux d'emploi, des gros enjeux de formation pour préparer la filière, et puis des gros enjeux d'innovation pour être prêt et développer des nouveaux produits et être prêt à relever le défi. Alors, quelques petits focus sur l'état des lieux, donc en résidentiel. Alors les grands enjeux, c'est dans le neuf, les systèmes thermodynamiques qui deviennent de plus en plus majoritaires, notamment en chauffage, mais également en eau chaude sanitaire. En revanche, dans les logements collectifs, là, les systèmes thermodynamiques restent encore minoritaires, que ce soit en système individuel ou en système collectif. Ensuite, dans l'existant, donc les systèmes thermodynamiques sont toujours majoritaires, mais en maison individuelle, pardon, mais également en collectif. Et puis, on assiste là depuis quelques années, donc quand même à une dynamique avec de plus en plus de pompes à chaleur qui sont installées dans l'existant en remplacement de chaudières fuel et voire gaz. Donc là, on a une petite illustration là qui montre en fait voilà, le fait que les systèmes thermodynamiques, enfin les pompes à chaleur, sont encore minoritaires par rapport aux autres technologies. Donc ça, c'est dans le résidentiel. Ouais. Pardon. C'est voilà, c'est un petit carré. Alors c'est assez visuel. C'est un petit carré pour 1 million de systèmes. Et voilà, donc vous voyez qu'on n'a qu'un seul petit carré pour les pompes à chaleur, alors qu'on en a 5,5 pour le gaz, et également 5,5 pour les radiateurs électriques. Et c'est encore plus vrai dans le collectif, avec une grosse part de chaufferie collective au gaz. Alors, quelques facteurs explicatifs et puis des grandes tendances. Donc, sur la pompe à chaleur RR, on a des dispositifs qui visent donc à soutenir le remplacement des chauffages électriques. Et donc, on a de plus en plus de personnes qui s'équipent en pack RR, alors pour une pièce, mais voilà, en remplacement de chauffage électrique simple. Ensuite, sur la PAC Aero, donc en remplacement de chaudière, avec des systèmes centralisés. Sur la PAC Géothermie, malheureusement, on a toujours un marché qui est assez de niche et puis en stagnation. De même que la PAC hybride, la personne de GRDF a dit ce matin 5000 ventes annuelles. Donc voilà, c'est un marché qu'on peut qualifier de niche. Et puis le CET, un marché qui est en pleine expansion et qui est poussé par l'ART donc depuis quelques années. Sur le tertiaire, donc là juste un petit rappel sur les mètres carrés, juste pour vous montrer que en fait, les principales, entre les bureaux, les commerces et l'enseignement recherche, on a quasiment les 3/4 des surfaces de tertiaire qui sont centralisées sur ces applications. Et donc là, dans le tertiaire, une place un petit peu plus importante pour les systèmes thermodynamiques, avec à peu près une dizaine de pourcents des surfaces qui sont chauffées et climatisées par des systèmes thermodynamiques. Donc là, on a mis les DRV, les mono et multiple split, les chillers et les rooftops. Donc c'est des produits qui sont vraiment spécifiques pour le tertiaire. Voilà, un petit focus sur les différentes surfaces. Donc on retrouve à peu près nos 10% en moyenne
de chauffer et climatiser. Et puis, quelques facteurs explicatifs. Donc là, pareil, il y a une constante augmentation sur la PAC RR avec des marchés en pleine expansion. Sur le DRV, on a également un gros développement, surtout sur les applications bureaux et hôtels. Également développement les rooftops, donc ça c'est des produits qui sont spécifiques sur des grandes surfaces logistiques type magasin Leroy Merlin, ou voilà. Les chillers, donc là l'enjeu est très lié au marché du neuf. Et puis, bon, un petit mot sur la PAC à absorption qui reste encore un marché de niche, mais qu'on aimerait quand même également développer. Voilà, donc ça c'était le focus sur l'état des lieux. Je laisse la main à Valérie pour la vision. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, sur la base de cet état des lieux, eh bien, le gros enjeu, bien sûr, de ces travaux, c'était d'avoir une vision commune et partagée par tous ces experts, au nombre de 65, ça vous a été précisé. Et donc, eh bien, la vision que s'est donnée ce groupe, c'est qu'à partir de l'état des lieux qui est que les systèmes thermodynamiques sont minoritaires parmi les solutions de chauffage ECS, aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire, donc tout type de bâtiment, neuf et rénovation confondus, eh bien la vision, c'est de dire qu'en 2030, la filière thermodynamique s'impose comme un leader sur le marché français, chaque mot a son importance, c'est bien sur le marché français, des équipements donc, qui font du chaud, de l'ECS et aussi du froid, en résidentiel et en tertiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 2030, la vision, c'est de dire que s'installent majoritairement des équipements thermodynamiques dans tous ces types de bâtiments. Donc bien sûr, cette vision, elle s'appuie sur des atouts de ces équipements, de la filière. Donc équipements bas carbone, je les rappelle, vous les connaissez, haute performance énergétique, qui apportent du coup un atout économique et qui contribue fortement à la décarbonation des bâtiments. Du coup, c'est toi qui... Alors, cette vision, à partir d'avoir du postulat de la vision, elle s'est traduite en objectifs chiffrés. Donc, dans les différentes typologies de bâtiments, donc là, n'essayez pas de voir, vous n'arriverez pas à lire. Je vous renverrai au rapport détaillé. Donc, ça a été décliné en maisons individuelles, en logements collectifs et en bâtiments tertiaires. Toutefois, j'aurais tendance à dire que elle est presque dépassée, cette vision, compte tenu du contexte que l'on a aujourd'hui, et puis surtout la prospective qui vous a été présentée un peu ce matin, et qui sera détaillée plus tard, je pense. La prospective AFPAC est plus précise que cette vision qu'on s'était donnée dans la feuille de route. Donc je vous renverrai plutôt à la prospective AFPAC pour plus de précision. Mais c'était le premier travail, de se donner un objectif chiffré par typologie d'équipement et par type de bâtiment à l'horizon 2030. Ensuite, les actions pour atteindre cette vision, il a fallu se mettre autour de la table et réfléchir, brainstormer. Donc, à l'issue des réunions plénières, on a relevé 8 thématiques, 8 grands défis à atteindre. Vous les avez sous les yeux, donc je vais les lire brièvement. Mieux définir la PAC au regard des ENR et leur place dans une approche globale. C'est vrai qu'on en a, je crois même que ça a été évoqué ce matin par David Bonnet, on n'a pas cette vision de la PAC comme une ENR, en fait, comme un équipement qui produit de l'ENR. Ensuite, mieux valoriser les PAC dans les réglementations thermiques. Alors, on a tendance à dire, elle les valorise déjà bien. En fait, elle les valorise bien, mais c'est toujours compliqué quand même, dans ces réglementations, de prendre en compte, par exemple, leurs performances saisonnières ou de bien les simuler. Je pense à la RE 2020. C'est souvent l'objet d'innovation, ces équipements, et on a du mal à faire entrer les innovations dans les réglementations. Troisième point, identifier les pistes d'évolution technologique les plus prometteuses. Donc, on y reviendra. Déployer les PAC en logement collectif, ça, on va dire que c'est de plus en plus présent. C'est l'enjeu qui attend la filière. Et si on l'a bien compris, c'est vrai en neuf, bien sûr, mais ça va l'être assez rapidement en rénovation également. Cinquième point, améliorer les règles de conception, dimensionnement et mise en œuvre.
J'ai tendance à... Enfin, je pense que les experts ont partagé le fait que c'était bien en place pour l'individuel, mais beaucoup de choses restent à faire pour le logement collectif. 6e point, proposer des actions pour la formation de la filière. Eh bien, ça va avec. Il faut que la filière avance, notamment sur les nouvelles solutions. 7e point, développer les PAC intelligentes. On en aura besoin, on le sait, pour notamment gérer les appels de puissance. Et puis, faciliter la maintenance, voir l'installation, etc., les réglages. Et puis, 8e point, concevoir une offre avec des fluides frigorigènes à faible PRG. Ben, ça, on l'a déjà dit, très, très important, et on attend des réglementations, des révisions de réglementation à ce sujet. Donc, ces thématiques qui ont été identifiées lors des premières réunions, ensuite, elles ont été travaillées une par une, donc dans 8 réunions, et elles ont débouché, à l'issue de chaque réunion, sur l'identification de 47 actions en tout, que l'on a ensuite priorisées. Donc on va voir ça un peu. Les 8 actions prioritaires qui ont été identifiées, c'est d'abord de développer des PAC intelligentes. Donc quand on dit intelligent, on entend des systèmes qui communiquent, qui sont couplés avec de l'énergie électrique renouvelable, qui sont couplés au réseau de la manière la plus intelligente possible et qui également minimisent le risque pour les fuites de fluide. En 2e point, faire un état de l'art sur les systèmes thermodynamiques intelligents. Cet état de l'art pourra alimenter l'IMPAC, l'Institut national des pompes à chaleur, qui travaille sur la R&D sur ces systèmes-là. Et puis en 3e point, prendre en compte les performances saisonnières des équipements dans les réglementations. Donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure. On parle souvent de COP, mais en fait ce sont des scopes qui nous sont imposés par les règlements européens. Et bien sûr, le passage de l'un à l'autre, en tout cas, c'est pas toujours simple pour les calculs qui sont faits heure par heure dans les réglementations thermiques des bâtiments neufs. En 4e point, on retrouve mettre en place un groupe de travail pour la prise en compte des systèmes thermodynamiques dans le collectif. Alors à l'époque, on avait imaginé via le label RE 2020, je ne sais pas si c'est encore le bon cheval, entre guillemets. En tout cas, on sait qu'on a, je pense que c'est partagé par tous, besoin d'avancer sur le logement collectif. Et enfin, des campagnes de mesure, enfin c'est pas enfin parce que c'est que le 5e, des campagnes de mesure in situ pour mieux évaluer la part ENR des systèmes thermodynamiques. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir des campagnes sur des équipements, dans des différentes typologies de bâtiments, sur des fonctionnements, chauffage, ECS, et y compris froid, et de pouvoir communiquer. Alors, on va y revenir. Il y a un certain nombre d'actions qui sont d'ores et déjà lancées. Je vais y revenir oui, tout à l'heure. Ensuite, développer de nouvelles solutions en logement collectif. Donc, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. Elles sont toutes d'ailleurs à considérer. Ça peut être l'adaptation de systèmes de PAC en tertiaire. Je pense à des chillers qui doivent être adaptés au logement collectif. Les systèmes de PAC sans unité extérieure. Donc, est-ce que c'est sur des boucles d'eau qui circulent à l'échelle du bâtiment? Des PAC par quartier. Et puis, de toute façon, des solutions d'intégration architecturale qu'il faudra développer nécessairement pour ces logements collectifs. Ensuite, concevoir des produits monoblocs ou bien à circuit hermétiquement scellé pour limiter le risque en termes de fluides, notamment quand ces fluides sont hautement inflammables. Et enfin, diffuser l'information concernant les règlements applicables et leurs impacts. Donc diffuser les informations, c'est vers la filière, vers tous les acteurs qui sont concernés. Donc ce classement, en fait, qui s'est fait par ce qu'on appelle des outils d'intelligence collective, en plus en visio, tu le rappelais, il a quand même mis clairement en lumière, et ça c'était déjà en 2021, les préoccupations de la filière qui sont le développement des systèmes intelligents, les enjeux liés aux nouveaux fluides, et puis les enjeux pour le déploiement en logement collectif, ainsi que le positionnement, mais ça c'était plus ancien, des systèmes thermodynamiques dans les réglementations et vis-à-vis des ENR. Et puis le GT, il s'est également prononcé sur le fait que la filière, donc l'AFPAC, avait besoin de moyens pour développer toutes ces actions. Alors,
bien sûr, la R&D, c'est pas la fac qui va le faire, mais toutes les actions de diffusion, notamment d'élaboration d'outils pour accompagner la filière, ça, c'est bien sûr le devoir et la responsabilité de la fac. Alors, on va faire un petit focus R&D quand même, puisqu'on a eu une, voire deux réunions qui ont été sur ce sujet. Donc, il y a 27 actions de R&D qui ont été identifiées et priorisées. Donc, pour tout le détail, encore une fois, je vous renvoie au rapport complet. Mais on va peut-être s'arrêter sur les premières, puisqu'elles ont été priorisées dans le slide suivant. Donc, cette action prioritaire, les fluides à bas PRG. Donc, ça, c'est vraiment une priorité pour faire évoluer les technos. Les packs intelligentes, on retrouve cette importance. En deuxième positionnement, en termes de priorité. Les packs en logement collectif en 3. L'intégration de nouvelles énergies également dans le système thermodynamique. Donc des énergies, d'autres énergies renouvelables ou des énergies de récupération pour mutualiser un petit peu tout cela au travers du fonctionnement du système thermodynamique. En fait, récupérer un peu tout ce qu'on peut récupérer comme énergie. Le remplacement par des packs de tous les systèmes traditionnels, qu'ils soient fossiles ou électriques. C'est important. Comment ? Très à la mode, oui, effectivement, de plus en plus à la mode. Et puis l'optimisation des équipements, donc optimisation en matière de performance de ces équipements, mais aussi sur l'acoustique, sur la réduction des coûts, c'est important, tout le monde attend une réduction des coûts par rapport au système traditionnel. Et puis en termes d'économie circulaire, puisque de plus en plus on va vers ces thématiques-là d'économie circulaire, on en reparlera un peu plus tard. 7e point prioritaire sur la liste, le stockage d'énergie via les packs. Et puis, on a identifié un besoin d'accompagnement et de financement sur ces actions de R&D parce qu'il y en a pas mal et que tout ça coûte de l'argent. Donc, avant de passer à la suite, le rapport complet, il est disponible sur le site de l'ADEME, dans la librairie. Donc, je crois qu'on vous demande juste un mail et puis vous pouvez le télécharger gratuitement. Et on a déjà, avant de te repasser la parole, Céline, on avait déjà identifié des suites sur ces travaux. Et il y a déjà des choses qui ont été engagées. Je pense notamment à l'état de l'art sur les systèmes thermodynamiques et intelligents, dont le CETIAT mène l'action. Donc Michel, tu nous confirmeras peut-être. Et puis l'étude aussi sur la prise en compte des performances saisonnières des équipements pour la RE 2020. Ça, c'est une étude qui est en cours, Uniclimat plus CETIAT. Côté AFPAC, il y a une étude, enfin l'analyse sur un cahier des charges qui va démarrer pour développer des nouvelles solutions en logement collectif. Et sur l'attractivité de la filière, il y a déjà des actions qui ont été menées également à l'AFPAC en termes d'outils et de communication vers les jeunes. Ce qui est déjà prévu, c'est la nécessité de faire une mise à jour de cette feuille de route. Là, on l'a faite en 2021, on voit déjà que le contexte a changé et que donc il va falloir faire cette mise à jour régulièrement. Et puis en termes de R&D, eh bien, Céline va nous parler d'un appel à projet qui a été lancé depuis la fin de cette feuille de route. Avant de lui donner la parole, je voulais la remercier et remercier l'ADEME pour ses travaux parce que cette filière système thermodynamique, finalement, elle n'est pas si nouvelle, mais on n'avait pas de feuille de route. Et ces travaux permettent de mieux se faire connaître auprès des pouvoirs publics. Donc c'était important. Voilà, merci. Ouais, et du coup, avant de vous parler de R&D, juste un petit mot sur l'activité de la filière, l'attractivité, pardon. On a dans le cadre de France Relance, l'ADEME mène aussi également des travaux de communication autour de tous les métiers du bâtiment. Donc pas seulement la pompe à chaleur, mais l'attractivité de tous les métiers du bâtiment pour relever les défis également de rénovation globale dont on a parlé ce matin. Donc voilà, il y a une grande com là-dessus. Alors du coup, donc une des actions concrètes également du côté de l'ADEME, ça a été donc de lancer un appel à projet. Donc ça, c'est dans le cadre des investissements d'avenir. Donc c'est sur le PIA 4, plan d'investissement d'avenir numéro 4. On a lancé donc un appel à projet qui s'appelle CEPAC comme système énergétique. Et donc c'est
un appel à projet qui vise à soutenir l'innovation dans les systèmes énergétiques et le traitement de l'air dans le bâtiment. Donc, il est ouvert officiellement depuis le 14 décembre 2021 et il sera clôturé donc, le 14 octobre 2022 avec une possibilité qu'il soit reconduit et avec des clôtures intermédiaires en fait. Donc on a déjà eu une clôture le 15 février, donc ce qui était un petit peu juste. Mais voilà, donc on a bon espoir après qu'il se fasse de plus en plus connaître cet appel à projet. Et donc l'objectif, c'est vraiment de soutenir les innovations qui permettent de répondre aux enjeux de réduction des consommations énergétiques et de l'impact carbone du bâtiment, dans tous les usages qui sont donc le chauffage, le rafraîchissement, la production d'eau chaude sanitaire et le traitement de l'air. Donc c'est très large. Je vous ai mis quelques petits points là pour voir un petit peu quels étaient les projets prioritaires. Mais voilà, l'objectif c'est d'avoir un titre qui se veut suffisamment large pour pouvoir embrasser toutes les thématiques. Évidemment, la pompe à chaleur a une grande place là-dedans, mais ce ne sera pas les seuls systèmes. Donc les modalités de financement, donc là on cherche à financer des entreprises en fait qui développent des produits. Et donc on va définir un projet avec ses coûts éligibles et donc on va financer en fonction du TRL du projet et de la taille de l'entreprise un certain pourcentage en fait des coûts qui sont associés au projet. Donc ça peut être du salaire, de l'investissement, de l'amortissement, de la contribution aux amortissements, des frais de mission, etc. Voilà, donc là vous avez le tableau des différents taux de financement. Et puis, ça c'est une règle dans les investissements d'avenir, on aura toujours un mix entre subventions et avances remboursables. Alors, quels sont les critères de sélection de ces projets ? Donc, ce qu'on va regarder en priorité, évidemment, c'est donc le caractère innovant. Donc, un petit état par rapport à l'état de l'art, quelles sont les innovations qui sont portées par le projet. Et puis, on vise à financer des niveaux de maturité qui sont assez élevés en fin de projet. On vise des produits qui sont mis sur le marché. Puisque du coup, voilà, on a un système d'avance remboursable sur en fait, la commercialisation de ce produit. Donc on vise plutôt des TRL assez élevés en fin d'opération. Alors évidemment, on va regarder l'impact social, les emplois qui sont maintenus ou qui sont créés, la réplicabilité de l'opération, l'incitativité de l'aide vis-à-vis de l'entreprise. Gros focus évidemment sur l'impact environnemental, donc ça c'est lié au caractère innovant. Et puis la capacité financière et opérationnelle de l'entreprise, puisqu'on a une règle comme quoi on n'a pas le droit de financer des entreprises qui n'ont pas suffisamment de fonds propres. En fait, pour chaque euro d'aide de l'État versé, on devra avoir 1 euro de fonds propres en face dans l'entreprise. Voilà. Et puis une petite vue globale du process. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas l'ADEME qui gère ces fonds. Donc on est soumis à une comitologie auprès des ministères et puis du SGPI. Et donc voilà, ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est surtout n'hésitez pas à prendre contact avec moi en l'occurrence sur ce projet-là, pour organiser au plus vite une réunion de pré-dépôt. Donc vous avez tout le process qui est expliqué sur le site. Vous allez sur le site de l'ADEME dans Appel à projet, à PCPAC, vous allez voir, il ressort très facilement. Et voilà, on est à votre disposition pour discuter de votre projet et de voir si c'est le bon accompagnement qui permettra de le financer. Une petite précision peut-être, cet appel à projet, il concerne les innovations, mais aussi des lignes de fabrication sur ces innovations. Je pense que c'est important. Oui, alors effectivement, donc en fait, on va pouvoir financer des innovations, mais jusqu'au
jusqu'au process industriel en fait. C'est-à-dire qu'une première ligne de production, toutes les études pour mener à cette première ligne, tous les investissements pour mettre en place cette première ligne de production seront éligibles à cet appel à projet. C'est considéré également comme de l'innovation. Ce qu'on ne pourra pas financer, par contre, c'est de l'augmentation de cadence. Par exemple, une entreprise qui vient nous dire on n'a pas d'innovation, on veut juste doubler notre capacité de production. Ça, on ne pourra pas le financer avec cet appel à projet. On aurait peut-être trouvé un autre financement, du coup. Ouais, un autre financement. Voilà. Ou faire de l'innovation. Des questions ? Oui, est-ce que vous avez Y a-t-il des questions sur ces travaux de feuille de route ? Non, bah, tout ça a été très clair. Maintenant, vous pouvez lire le rapport en ligne sur le site de l'ADEME. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci.